Bon, merci de reprendre vos places et on va avoir le plaisir d'écouter maintenant Hélène Romano et Patrick Ayoun nous parler de la clinique, parce que je crois que l'essentiel c'est quand même de rester autour de la clinique. Et Hélène Romano et Patrick Ayoun se connaissent bien puisqu'ils ont co-dirigé un livre sur le silence des mères lorsque les mères ne protègent pas leurs enfants. Ce sont des auteurs aussi de très nombreux ouvrages et d'articles qui sont dans des revues dont vous trouverez la liste dans le programme qui vous a été donné. Et donc la question clinique qui se pose, c'est les enjeux du silence des garçons victimes d'inceste. Donc je vais laisser à Patrick le soin d'introduire la question. Et en souhaitant que cette intervention se termine autour de 12h30, ce sera difficile, disons 12h45 maximum, puisqu'on doit reprendre à 14h. Donc de la modération dans le temps. Cher Patrick, cher... J'avais compris de la modération dans le ton. Le temps. Ah, le temps. Le temps. D'accord. Donc... en lien avec ce qu'on a entendu ce matin, qui est extrêmement fort, puissant au niveau des témoignages, moi je voudrais souligner le courage de ceux qui ont témoigné. En lien avec ça et les réflexions qu'on a pu avoir, un début de discussion, notamment sur l'utilisation de la théorie oedipienne comme anti-victime. Puisque c'est ça, en fait, dont on parle, d'un discours anti-victime qui utiliserait l'Oedipe. Moi, je vais passer la parole à Hélène Romano en tant que psychothérapeute. En tant que psychothérapeute qui s'intéresse depuis très longtemps à la question des violences et des traumas. Merci. Et pas que chez l'enfant. Pas que chez l'enfant. Merci. J'ai en effet... longue carrière maintenant et en tant que chercheur aussi sur la question des mères, avec une recherche financée, initiée par le COST de l'association Dr Bru, et puis un autre ouvrage consacré aux mères absentes dans tous les sens auprès de leurs enfants et les effets psychiques. Juste avant de démarrer, je voudrais remercier l'association de m'avoir invitée, dire à quel point, en effet, comme le rappelait M. Vaudeville au début de l'initiative mise en place par Madame le Dr Bru à Agen de prendre en charge des jeunes filles victimes d'inceste, à quel point ça a été difficile et le courage qu'il a fallu aussi à l'association, à Madame Bru, que je souhaite ici saluer, mais aussi tous les professionnels du terrain de l'association qui ont acquis une véritable compétence, expertise dans la prise en charge de ces jeunes filles. Je pense que c'est aussi très très important de leur rendre hommage à tous aujourd'hui. Merci Madame Mathieu, merci au comité scientifique pour votre invitation. Et je vais partir d'une situation clinique pour illustrer cette question des enjeux du silence sur les garçons victimes et pas des garçons victimes. La nuance est importante et je vous en reparlerai. Donc, il s'agit de l'histoire, bien évidemment, les prénoms ont été changés, de Benjamin, que je rencontre dans un contexte expertal. On est début juillet, Benjamin, il va rentrer en CP, donc il a juste 5 ans. Il vit avec ses parents, ingénieur, journaliste. On est très loin de la famille Groseille, chère à certaines statistiques. Et sa grande sœur, qu'on va appeler Mathilde, qui a 8 ans. Benjamin va bien. Tout le monde le dit, c'est écrit partout dans tous les rapports. Il va bien, les parents, la babysitter, tout le monde va bien, pas de problème. Si l'expertise est ordonnée par la justice, c'est suite à un signalement anonyme via le 119, qui n'est pas si anonyme que ça au final. Et si on fait un feedback, quelques mois plus tôt, Mathilde a explosé en larmes en classe devant sa maîtresse en disant, je cite, elle faisait beaucoup de cauchemars, qu'elle n'en pouvait plus de le faire. La maîtresse ne comprend pas, elle pose des questions, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et la Mathilde finit par lui dire, je cite, « Je suce le zizi de mon frère tous les soirs, presque depuis qu'il est né. Ça me fait faire des cauchemars. » Donc la maîtresse est sidérée. On a vu aussi les effets de la sidération
de la parole des victimes, et Samuel le disait très justement tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut écouter l'indicible. Donc la maîtresse éducation nationale parle à d'autres collègues, elle se dit absolument choquée, horrifiée, et elle donne des éléments très sensoriels. Alors je suis désolée d'être dans le pragmatique qui peut des fois être choquant, mais c'est la réalité aussi, sur la texture du sexe qui change quand elle le suce, sur le fait qu'elle est dégoûtée quand il a fait pipi, qu'elle le nettoie d'abord avant. Donc c'est pas des éléments que l'on peut inventer, tout ce qui est sensoriel, et c'est pas des éléments que l'on voit sur des films pornographiques comme les parents essaieront de le dire. Donc on a toute la pyramide signalement-mentale, on va dire ça comme ça, de l'éducation nationale, institution que je connais bien, que je respecte, mais qui des fois est un petit peu lourde dans les décisions mises en place. Donc la petite fille, pas Benjamin, va être entendue par la psychologue scolaire, le médecin scolaire. On n'est pas pareil, donc il n'y a pas d'infirmière scolaire. La directrice de l'école, l'inspecteur de l'éducation nationale, le médecin conseiller technique. Vous voyez le nombre. Je rappelle juste qu'il ne faut pas faire répéter les enfants, mais ça c'est juste les recommandations internationales. Qui tarde à arriver sur le terrain. Benjamin est complètement mis de côté, pas du tout entendu. Et au final, l'éducation nationale va... je dis l'éducation nationale, c'est pas que l'école, hein, c'est l'inspection, le médecin conseiller technique qui représente l'inspecteur d'académie, le DSTEN. Ils vont convoquer d'abord Mathilde et son frère pour demander à Benjamin s'il a menti, qu'est-ce que devant sa sœur. Il a rien dit. Il dit qu'on joue. Il se plaint pas. Hein. Il n'est pas à la représentation de la violence sexuelle subie par les enfants, par des agresseurs patibulaires, violents, terrorisants. Faites attention parce que majoritairement c'est pas ça. Donc lui il n'est pas du tout, comprend pas ce qui se passe. Et à cette période-là il n'a pas de trouble. Donc la grande sœur va répéter les choses. Ils vont donc convoquer les parents, les deux parents, convoqués. En présence des deux enfants et décider de ne pas signaler. Aucun contact avec la CRIP, aucun contact avec quelque autre service que ce soit. Tout ceci reste en interne. On pourrait parler de fonctionnement incestuel des institutions, mais ça serait un autre débat. Il y a différentes réunions éducatives, il est décidé d'en rester là. Il est même conseillé à la maîtresse de Mathilde de se calmer, d'arrêter de voir des abus partout et de prendre rendez-vous avec la psychologue du réseau PASS de la MGN parce qu'elle doit être en épuisement professionnel. La maîtresse ne va donc pas signaler parce qu'il y a une peur des signalements. Je pense aussi que c'est très important. On parle de l'indicible, on parle de l'impensable. Pour les enfants, parler, mais pour les professionnels qui s'occupent d'enfants qui parlent, il y a aussi des répercussions très graves, très lourdes, qui peuvent exister au sein des institutions ou de plaintes de parents. C'est une réalité. Donc elle ne va pas elle-même à titre personnel le faire, mais elle va appeler anonymement le 119, une enquête va avoir lieu. Dans ce cadre-là, un juge des enfants va être saisi. Il va y avoir donc différentes expertises du petit garçon, par un pédopsychiatre, un psychologue, c'était moi, petit psychologue. La grande sœur va être vue également par un autre binôme. Et un examen médico-légal va être ordonné par les deux enfants, les parents étant, dans un premier temps, suspectés peut-être d'agresser la sœur. Aucun constat médico-légaux confirme quoi que ce soit, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Par contre, au niveau des expertises, du côté du petit garçon comme de Mathilde, on va retrouver des éléments qui nous amènent à parler de climat familial incestuel, voire incestueux, des troubles post-traumatiques chez Benjamin, majeur, avec la difficulté qu'on le voit plusieurs mois après la révélation et que depuis qu'il a révélé, il a été puni à l'école parce qu'il faut qu'il arrête d'en parler. Donc il est mis dans un coin de la cour, qu'il arrête d'en parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sœur en parle, lui, il va en parler, il va expliquer aux copains ce que sa sœur lui font, les parents d'élèves l'apprennent, la maîtresse intervient, il est puni dans un coin pendant la cour, les mains sur la tête pour se taire. C'est aussi ça, hein, la réalité des enfants victimes, c'est important de le rappeler. Le juge va ordonner ce qu'il peut, une AEMO, différentes évaluations. L'éducateur, il ne va pouvoir voir les enfants que 4 fois en un an. Alors, je salue les éducateurs qui ont à intervenir dans ce type de famille. Les parents vont refuser tout suivi psychothérapeutique spécialisé. Ils vont choisir un psychothérapeute privé pour leur fils qui va dire il va très très bien, il n'y a pas de problème. Ils le reçoivent en présence des parents.
Et la petite fille, par contre, qui est au centre de préoccupation, va être suivie un petit peu plus. Tout ceci va se terminer par beaucoup de pression parentale. C'est aussi important de le rappeler que dans certains milieux, on est juste entre nous. Hein. Ça existe, les pressions sur les professionnels, sur les intervenants. Et ils vont obtenir la clôture du dossier, ils vont déménager, les enfants vont changer d'école. On va juste réussir à savoir que dans les 6 mois de la EMO à peu près, Benjamin s'est effondré psychiquement, il a manifesté des troubles auto-agressifs, plus internalisés, il n'était pas agressif à l'égard des autres, il va se mettre en retrait, puis apprendre, très triste. Il va plus investir l'école, il va être de plus embêté par les autres élèves. Alors, pourquoi j'ai choisi cette vignette clinique ? Parce qu'elle illustre peut-être un contre-courant de la représentation, enfin, peut-être quelque chose qui est rarement dit sur les violences sexuelles sur les garçons. On parle souvent des adolescents, c'est une réalité. Les enfants, d'ailleurs, quand on est victime garçon, on ne parle pas de garçon-fille, on parle plus d'enfants victimes. Et puis quand on est victime garçon de sa mère, ça j'ai fait plusieurs recherches dessus, donc je connais bien, ou de sa sœur, c'est tout à fait particulier. Je trouvais que cette vignette clinique permettait d'illustrer beaucoup d'éléments et je laisse soin à Patrick de choisir l'angle qu'il souhaiterait étudier. Mais plusieurs questions sur les enjeux. Il y a cette question de la banalisation des violences sexuelles entre mineurs sous couvert de jeux sexuels. Je rappellerai juste que cette différence d'âge est à 8 ans n'est plus sur des jeux sexuels, en tout cas du côté de la sœur. La question des reviviscences traumatiques de cette institutrice. Qu'est-ce qui fait que certains entendent et pas d'autres ? Qu'est-ce qui fait que certains vont parvenir à décrypter et pas d'autres ? Et qu'est-ce qui fait qu'une institution veut entendre ou ne pas entendre ? L'incidence des transactions familiales incestuelles, les conséquences sur les enfants et la façon dont ça va contaminer les institutions. On le voit très souvent à l'éducation nationale, on le voit à l'hôpital, on le voit dans les MEX, dans les structures également sociales. L'incidence également de cette déliaison des liens institués, comme nous le disait René Caes. Moi, j'ai consacré ma thèse de doctorat de psycho sur les violences sexuelles en milieu scolaire, donc c'est un sujet que je connais bien. La question de la formation des thérapeutes, la question de la formation des professionnels, tous les professionnels s'occupant d'enfants, des magistrats, aux éducateurs, aux psy, aux enseignants devraient être formés à la question de la clinique du psychotraumatisme, de la clinique des violences sexuelles. Un psychologue scolaire, vous lui parlez des manifestations d'un enfant victime d'abus sexuels et encore plus d'inceste en maternelle, il vous regarde avec des yeux de carpe bailli parce que il n'est pas formé à cette question-là. C'est un non-sujet. Alors les chiffres, ça oui. Ça, ils ont des chiffres. Mais la clinique, 0. La difficulté aussi de différencier ce qu'il en est au niveau de l'impact psychotraumatique d'une révélation qui n'est pas la sienne pour un petit garçon. Des conséquences, là, les témoignages qu'on a vus et qu'on a entendus, et encore une fois, un infini respect pour toute la pudeur à Soraya d'avoir réussi à permettre à ces personnes de témoigner, et puis la pudeur et le grand courage que tous ces adultes ont eu d'expliquer ce qu'ils avaient subi. On voit bien à quel point l'indicible, on est au-delà de l'indicible, on est de l'impensable. Parce que pour pouvoir parler, il faut déjà pouvoir penser les choses. Là, on est vraiment au cœur de la question de l'impensable, de l'inceste, commis sur un garçon, ce qui est quand même le sujet de ce colloque. Et qui me paraissait vraiment important à discuter. Et cet exemple me paraît important aussi parce qu'il montre les intrications familiales, fraternelles, institutionnelles autour de la question de l'inceste commis par un garçon. Alors, sur un garçon. Et certaines fois par un garçon. Là, c'est sur un garçon, je te remercie de la précision. Alors, ça a été dit, les garçons aussi sont victimes de violences sexuelles. En moyenne, ils sont plus à révéler à l'âge adulte pour des questions diverses et variées dont la plupart des témoins ont parlé. Il y a une espèce de mythe au niveau des enjeux psychiques peut-être plus sociétaux sur ce qui lie l'abus sexuel, l'orientation sexuelle, la connotation encore très négative, la stigmatisation autour de l'homosexualité. Moi, j'ai des patients hommes qui me disent avoir été victimes de leur mère, de leur sœur, mais je n'ose surtout pas le dire à ma femme, parce que si jamais il y a quoi que ce soit, elle va plus me laisser m'occuper des enfants. Si j'en parle en famille, mes nièces, plus personne ne va me les confier, alors qu'une tante victime d'inceste, ça n'est quand même pas les mêmes répercussions. Autre hypothèse, c'est la question de la virilité. Ça, je pense qu'on pourra en parler dans notre société.
virilisante plus que patriarcale. Pour moi, c'est pas la même chose. Virilisante au sens qu'il faut être fort. Pleure pas, sois fort. Alors, on peut prendre plein de définitions, la question de la virilité, mais dans quelque chose où l'homme serait là pour dominer, ne pas être dominé. Et donc, un enfant, garçon victime d'abus, il vient signifier que, c'est pas forcément la réalité au quotidien. Et dans notre société actuelle, où les réseaux sociaux nous empêchent souvent d'expérimenter ce qui est le manque, où l'extémité, comme le dit Tisseron, prend la place de l'intimité. On voit bien que dans l'inceste à quel point l'intime est important. Comment pouvoir penser la réalité des violences sexuelles commises sur des garçons? Comment pouvoir envisager un investissement d'une appartenance sociétale protectrice sur ces enfants, soutenante, quand ces enfants sont les témoins au quotidien qu'un des piliers fondateurs de notre société s'effondre. Et puis on a aussi une sorte alors c'est un avis tout à fait personnel, dans le débat actuel, je vais mettre les pieds dans le plat, avec #MeToo, etc., la parole se libère. Non, je n'ai pas l'impression que la parole se libère. Pas au sens psychique du terme, pas au sens d'une élaboration. Il y a des témoignages. Est-ce qu'on les entend pour autant? Je ne suis pas si sûre que ça. Et on a quelque chose, je trouve, de très clivant dans les débats, pour en faire quelques-uns médiatiquement, entre une sorte de masculinité toxique, un féminisme idéalisé qui semble envahir tout l'espace public. Et ça m'amène à me poser des questions par rapport à la situation de ce petit garçon. Est-ce qu'on aurait fait aussi peu attention à Benjamin si ça avait été une fille, si l'auteur avait été un garçon, s'il avait été adulte, si l'auteur avait été un adulte? Il y a quelque chose de très particulier chez les garçons victimes sexuellement, en particulier prépubères. Et je pense que Samuel Mitre en parlera mieux que moi, sur justement le fait que ces garçons en cours de construction dans leur identité masculine, avec tout le poids de notre société par rapport à ça, viennent être empêchés de penser. Alors les enjeux du silence sur les garçons. C'est-à-dire que ces enfants, je rappellerai juste qu'il faudrait peut-être changer de paradigme, parce qu'un enfant victime, il ne parle pas. Il ne faut pas connaître ce qu'est un enfant victime pour attendre qu'un enfant victime vous parle. Il ne parle pas parce qu'il est terrorisé, il ne parle pas parce qu'il a honte, parce qu'il a peur, parce qu'il se sent coupable. Pour ceux qui ont accès, et ça a été extrêmement bien décrit, au fait que ce qu'ils subissent, ils ne devraient pas le subir. Donc pour parler déjà, il faut parler. Alors, les bébés, on n'est pas très nombreux à faire des recherches sur les bébés victimes de viol. Il y a à peu près 10 enfants perforés qui meurent par an. Donc c'est quand même une réalité, les bébés victimes de viol. Ils ne parlent pas. Les enfants handicapés ne parlent pas. Donc parler, c'est déjà pas évident. Donc déjà, comment les entendre quand ils ne parlent pas? Il faut arriver à décrypter les mots, MAUX. Et Benjamin, quand on va rencontrer la maîtresse avec le collègue pédopsychiatre, elle va nous décrire, sa maîtresse, qu'avant la révélation de sa sœur, il a quand même beaucoup de troubles, internalisés, peu visibles. Mais il en a, si elle avait été formée. Peut-être qu'elle les aurait repérés autrement. Dans le contexte actuel, c'est important, je pense, de rappeler que le silence imposé aux enfants victimes de violences sexuelles et le silence sur cette réalité des garçons victimes de violences sexuelles empêche tout travail de subjectivation pour les professionnels, pour les institutions et plus encore pour ces enfants, ce qui leur permettrait de se construire de façon constructive dans leur identification sexuelle, dans leur identification, dans leur développement psychique, dans leur relation à l'autre. Dans le développement d'un enfant, je pense qu'on en rediscutera dans le cadre de la discussion, la majorité des auteurs s'accordent pour expliquer les mouvements identificatoires très complexes qui existent et qui permettent à un enfant, dans un environnement normopathe, vous savez, névrosé de base, des parents protecteurs, sécurisants, comme on les voit dans les livres, pour lui permettre de grandir, de s'autonomiser, d'apprendre, de se construire, d'intégrer l'interdit fondamental qu'est l'inceste. Et le complexe d'Oedipe est un des facteurs extrêmement structurants pour permettre à l'enfant de se construire psychiquement dans sa différenciation sexuelle, pour permettre à l'enfant de comprendre, si on reprend Benjamin, que maman ne peut pas être
Ça reste dans le fantasme, ça ne peut pas être dans la réalité, pour permettre à l'enfant de comprendre que quand il subit des choses de cette nature, du passage à l'acte réel, qui n'est plus fantasmé, ça ne va pas. Sauf dans les climats incestuels, et ça on pourra en parler aussi, où ça n'est pas pensé. Quand on est dans un climat incestuel, toutes les transactions intersubjectives sont perverties. Il n'y a plus de possibilité de penser, et ça contamine les intervenants. Donc comment Benjamin pourrait-il se plaindre lorsqu'il est réduit à l'état d'objet sexuel ? Un objet, ça ne parle pas. Comment pourrait-il penser qu'il est victime quand son entourage, sa sœur, ses parents, les enseignants, excepté l'institutrice, dénient la réalité de ce qu'il a subi comme une agression ? Comment peut-on envisager le devenir pour ce petit garçon ? Imaginez qu'il ne devienne pas lui-même agresseur pour s'extirper d'une violence subie et agir sur les autres, si aucune mise en sens n'est portée sur ce qu'il a subi, n'est envisagée. Comment devenir, comment se construire quand il y a un tel déni d'altérité ? Je pense que ça fera partie des échanges et la discussion que l'on aura. Il va me rester 1 minute pour conclure. Pour remercier par rapport à cette question de la reconnaissance, en tout cas, le fait de pouvoir se dire oui, ça existe. En effet, moi j'ai eu la chance de faire partie des travaux du comité d'organisation scientifique et technique de l'ADB pendant longtemps. La question des violences sexuelles, tous les deux, était quelque chose qui portait véritablement nos travaux. Sur les garçons, la prise en charge des victimes d'inceste sur les garçons. Quand on a fait la thèse avec Soraya sur ces jeunes femmes victimes devenues mères, il y a des garçons qui ont contacté en disant mais nous, on est là, on existe, sortez-nous de l'ombre. En effet, c'est l'angle mort. Pas si certaine que ça qu'on a envie qu'ils sortent trop de l'ombre, mais c'est, je pense, important de le dire. Et dans les travaux de la Civise menés par Édouard Durand et Nathalie Mathieu, on a vu l'importance de dire les choses, l'importance de pouvoir parler et l'étendue des conséquences dans le temps. Les témoins l'ont dit, dans le temps. Quand ces jeunes hommes ont 25 ans, 65 ans, 70 ans, et qui parlent et qui s'entendent dire, écoutez quand même, c'était il y a 40 ans, quoi. On pourrait parler d'autre chose. Quelle violence. Il y a la violence de l'abus, il y a la violence de l'inceste, il y a la violence du silence sur l'inceste. Alors, parmi le fait d'entendre les victimes, il faut aussi entendre les mots MAUX de ces victimes, de ces victimes. C'est un choix qui est difficile, c'est un choix qui est douloureux, c'est un choix, et on l'a vu avant la pause, qui est particulièrement complexe parce qu'il est désubjectivant. C'est un choix politique, pas celui des campagnes, pas celui des textes qui ne sont pas appliqués, pas celui des moyens qui ne sont pas donnés. C'est un choix éthique. Quelle société voulons-nous pour demain ? C'est un choix difficile, c'est un choix dangereux, mais c'est probablement le seul choix pour permettre à ces enfants déshumanisés de penser qu'il y a un devenir possible, un devenir pensable, et pour ne pas sacrifier sur des générations des enfants et les laisser mourir psychiquement. Alors j'ai écrit, ça m'a été reproché par certains, que l'inceste n'était pas une agression comme les autres, au sens que c'est un génocide identitaire. Ça détruit tout, l'inceste. Ça détruit le corps, ça détruit les familles, et la très grande majorité des enfants victimes d'inceste, ils l'ont dit, ils en témoignent, sont seuls au monde. Ils sont rejetés parce qu'ils sont les témoins de cette transaction absolument interdite qui s'est agie. Et c'est juste ces témoins-là, s'il faut les faire taire. Donc on les menace en les mettant par-dessus le balcon, on leur demande de se taire plus tard, on leur dit qu'ils sont fous, qu'ils ont mal dû comprendre, mal dû voir, ou alors qu'ils n'ont plus de place dans la famille. La très grande majorité, et ça c'est aussi une vraie violence, des victimes sexuelles, des victimes garçons, filles aussi, de violences sexuelles intrafamiliales sont seuls au monde, seuls avec leurs souffrances, seuls avec les troubles. Les enjeux psychiques, ils sont pour ces victimes, ils sont pour les institutions, ils sont pour les professionnels qui écoutent. On en parlait pendant la pause. Il n'y a pas de formation, très peu, à la reconnaissance de l'inceste. Il y a de moins en moins de supervision dans les équipes. Comment voulez-vous que les professionnels puissent penser PEN, PAN des enfants victimes d'inceste quand elles-mêmes, elles ne sont pas soutenues pour pouvoir l'entendre? Il faut pouvoir entendre la violence de l'inceste. Et justement, comme c'est pour moi un crime humanitaire, je l'ai dit comme d'autres,
que l'imprescriptibilité de ce crime-là devrait quand même être inscrite dans la loi. Encore faut-il entendre ce qu'est l'inceste, au-delà des questions juridiques de l'imprescriptibilité, au niveau psychique. Ça paraît très important. C'est un crime contre l'humanité. Mais pour l'entendre, il faut pouvoir l'écouter. Et écouter la réalité de ces violences, la réalité de ces violences fait violence. Alors en 2022, il y a eu des progrès, puis des droits de l'homme, peut-être, des droits de l'enfant, on en est loin. Et je pense que si Oedipe était là, il ne se serait pas uniquement crevé les yeux, mais également les tympans. Je vous remercie. Alors merci, on est sous le coup de l'émotion, évidemment, sur l'expression génocide identitaire. On est très très proche, puisque ma formulation, moi, qui vient de Robert Antelme, en fait, qui est une rupture du lien d'appartenance à l'espèce humaine. Et c'est effectivement quelque chose qui est qui n'est pas uniquement dans l'humanité, l'inhumanité de l'humanité. Il y a parfois d'autres occasions de rupture du lien d'appartenance à l'espèce humaine, dont l'inceste fait partie. Il y a d'autres occasions de situations extrêmes. La question, moi, que j'aurais envie de poser, c'est un petit peu de développer la notion d'incestualité pour une raison qui tient à la fois à l'intervention de tout à l'heure de Samuel, qui parlait du parentage compromis et de la confusion, enfin c'est le terme qui me vient à moi, de la confusion dans le moment même de la construction du parentage. Par exemple, l'histoire de cette petite fille qui, dans le geste, enfin je dirais, elle parle au moment du changement de la couche, etc. C'est une confusion dans le geste même qui se fait avec les soins corporels. Et une des très grandes difficultés, effectivement, de sortir de l'impensable pour l'inceste dit maternel, c'est justement cette confusion dans le geste, où il est extrêmement difficile pour la personne qui le subit, pour celle qui le fait aussi, c'est-à-dire la mère elle-même ou la petite fille elle-même, et pour nous aussi, de se représenter le moment où c'est de l'inceste. Et on peut le qualifier comme ça. Or, le problème, c'est justement cette confusion empêche de dire c'est de l'inceste. Donc moi, j'aimerais, si c'est possible, d'un peu développer cette notion d'incestualité et la très grande difficulté à ce que ça puisse être reconnu comme une notion également juridique, sociale, etc. C'est-à-dire que là, c'est quand même une notion qui vient d'un psychiatre psychanalyste, qui est Paul-Claude Racamier, oui, et qu'il voulait caractériser quand même des fonctionnements familiaux très particuliers. Et en tant qu'intervenant, quel effet ça fait finalement d'être en contact avec ces systèmes incestuels? Est-ce qu'on garde la capacité de penser les choses? Est-ce que si on est seul dans ces situations, ça va, on se débrouille, on remet les frontières, etc. Voilà. Je te remercie pour si c'est possible. Parce qu'il y a probablement autant de définitions, peut-être qu'au-delà de celle de Racamier, bien évidemment, qui a proposé très justement ce concept, sauf erreur, dans les années 80-90, pour les collègues qui ne le sauraient pas, et à partir du travail auprès de familles où il y avait des problèmes psychotiques. Sauf erreur, il disait que c'est le fantasme non fantasmé. L'incestuel, c'est non pas le tabou de l'inceste, mais le tabou sur la vérité de l'inceste. C'est la confusion, le non-respect intergénérationnel. Il n'y a pas l'agir dans l'inceste, il y a l'agir du fantasme. L'enfant, et peut être dans ce que Ferenczi nous rappelait de confusion des langues, dans une recherche de tendresse à l'égard de son père, de sa mère, de sa grande sœur, et qui va, profitant de cette confusion, agir quelque chose qui était fantasmé. Et l'inceste, c'est l'agir sexuel. L'incestuel, c'est ce non-dit, c'est ce tabou, c'est ce silence, cet impensable autour de la vérité. L'inceste qui n'est pas transmise, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et toute la confusion que ça peut entraîner dans ces milieux familiaux
qui peut conduire, et moi au niveau de ma pratique clinique, alors ça fait 30 ans que je suis praticienne, mais il y a des situations, on ne sait pas, on a ces clignotants, vous savez. On est sollicité soit en tant que psychothérapeute, soit en tant qu'expert, ça peut arriver, comme dans ce cas-là, pour une situation avérée. En tout cas, là, ils ont tous les deux confirmé ce qui se passait. Donc, juridiquement, Adeline, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de l'inceste. Psychiquement, il n'est pas perçu comme tel par les deux. Et l'incestuel, familial, que les 4 experts ont repéré, a possiblement participé à un passage à l'acte parce qu'il n'y a pas eu de respect du corps, pas de respect de l'intime, pas de respect de l'altérité, pas de respect de l'autre, pas de respect du jeu. Et en tout cas, c'est le si c'est possible. Dans le si c'est possible pour moi, ce que je peux constater, c'est que pour tous ces enfants victimes de ces contextes-là, il y a un impensable sociétal de l'incestuel qui, ça n'engage que moi, me semble contaminer beaucoup de décisions actuelles au niveau institutionnel, une sorte de confusion, de choses dites qui ne sont pas dites, d'injonctions paradoxales, ça n'engage que moi. Comment le penser, comment le voir alors dans les familles ? Comment comprendre que ces enfants sont probablement le symptôme d'un contexte incestuel familial? Comment comprendre les enjeux d'un fonctionnement incestuel institutionnel, pour le coup, l'éducation nationale, mais dans les MEX, idem, même combat. À l'hôpital, on a ça aussi. Dans la difficulté clinique, en tout cas, je voudrais juste, je te rends la parole tout de suite, insister sur le fait que pour des enfants, là, il y a un agir, il y a un passage à l'acte, mais des enfants qui vivent dans un contexte incestuel, ça peut détruire psychiquement. La corrélation entre les blessures psychiques, psychotraumatiques d'un enfant, garçon-fille, exposé à des violences sexuelles, alors intrafamiliales, pour rejoindre en effet tous les écrits de Patrick, qui attaquent la filiation, au-delà d'attaquer le corps, peuvent psychiquement faire des dégâts considérables, tout autant, quitte à vous choquer, que des viols. Parce que justement, il y a une impossibilité de dire « Maman me regarde pendant que je me lave, va aller vérifier si j'ai des poils parce que j'ai ma puberté qui débute, de dis rien quand je fais des bisous magiques à mon frère pendant que je le change, ou encourage, parce que c'est rigolo, il rigole, c'est rigolo. » Comment voulez-vous que l'enfant puisse dire, puisse parler, puisse s'exprimer? Il y a un impensable autour de l'incestuel qui, à mon avis, participe aux agirs incestueux, en particulier sur les garçons, parce que c'est la question aussi du soin, tu l'as dit, du maternage. Beaucoup, alors, pas de qui est composé la salle, mais en thérapie, on a souvent, dans les cas des hommes, plus que des filles, au départ, des hommes, victimes d'inceste, qui expliquent que les violences sexuelles, donc l'inceste, a débuté lors d'échanges au moment de la toilette. Et en effet, qu'est-ce qui fait qu'un change, vous changez votre enfant qui a de la diarrhée partout, ça commence quand l'attouchement? C'est difficile de savoir quand ça commence. Donc il y a quelque chose autour de cette impensée de l'incestuel dans notre société, mais qui contamine, je le crains, au-delà de ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe dans nos institutions. Alors justement, moi je voudrais rebondir là-dessus pour nous recentrer sur le silence des garçons. C'est-à-dire, j'ai lu récemment un article de Martine Hébert, qui est vraiment une grande spécialiste, où elle écrit, pour ce qui concerne les traumatismes psychiques des atteintes sexuelles ou des attaques sexuelles chez les enfants prépubères, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. C'est pareil. Et à l'adolescence, c'est un peu différent. Et alors que Martine Hébert est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pendant des années sur les agressions sexuelles, je pense que l'impensé, il est aussi là-dessus, c'est-à-dire que
l'idée, alors moi je vais aller jusqu'au bout, qu'est-ce qui fait que ça m'intéressait qu'il y ait ce colloque? Moi, ce qui m'intéressait, c'est que un garçon victime, dans ma pratique, soit directement, soit avec les éducateurs, c'est un futur auteur. On a beau se défendre de ça, on a beau dire, et effectivement, tout le monde se dit ça, mais il y a l'idée d'une sorte d'initiation ou d'apprentissage à la violence sexuelle et qu'il va inéluctablement devenir auteur. Et on attend ça. Et tout le monde attend ça. C'est-à-dire, on va faire la prévention de ça. C'est-à-dire, autrement dit, on pense qu'à ça. Bon, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de garçons et également d'hommes dans ma pratique clinique pour qui c'était pour eux-mêmes impensable. Ils racontaient, de mon point de vue, une agression sexuelle et de leur point de vue, ils étaient fiers d'un exploit sexuel. C'est-à-dire, ils qualifiaient d'exploit sexuel, par exemple, d'avoir, à 8 ans, réussi à avoir une relation sexuelle avec une dame de 40 ans. C'est-à-dire que dans leur construction idéale, parce qu'on n'a pas parlé du mot idéal, mais je pense que c'est un mot important, moi. Dans leur construction idéale, il y avait c'était, comme disait Françoise Dolto, un garçon valeureux, fier de son sexe. Voilà. Et du coup, on ne voit plus l'agression. Et ça n'est pas vécu comme une agression. Et on tombe de haut quand on se rend compte que c'est une agression. C'est-à-dire, c'est l'idéal qui chute. Et si l'idéal chute, ça fait des effondrements. Et moi, je voudrais rendre hommage là au petit garçon que j'ai essayé d'aider là, et qui malheureusement a disparu récemment parce que son père n'a pas entendu quand il a dit je vais passer à l'acte, je vais me pendre, tu sais, alors qu'il avait subi une agression sexuelle incestueuse. Il n'a pas entendu. Donc là, l'impensé, la mise au silence, effectivement, on pourrait dire il s'est exprimé de cette manière où il n'était pas entendable. Oui, d'accord. Enfin bon, ok. Il y a quelque chose dans nos représentations collectives, dans nos représentations à l'intérieur de la famille, mais pas que la famille, dans nos représentations, dans nos systèmes d'aide, qui est construit de cette manière-là. On a des visions de famille idéale, on le sait depuis longtemps. On a une vision de développement idéaux également. Dans ce registre-là, le soi-disant recours à la théorie oedipienne, franchement, c'est absolument aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est une vision idéale d'une construction de la masculinité, de construction de la féminité, qui est effectivement où il y a des stéréotypes, mais pas que. Il n'y a pas que des stéréotypes dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est aussi le point d'où on est vu comme aimable. Ça veut dire c'est une demande d'amour, l'idéal. Voilà. J'ai en face de moi, heureusement, il y a Adeline. Merci, Adeline. Qui me dit ça va. Ça va. Ah non, elle t'a dit que c'était bon. Allez, passer la parole peut-être à la salle, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, parce que là, je ne fais pas mon rôle. Il y en a une, s'il vous plaît. Ouais. Là, Alors, c'est pas une question. J'ai été un peu interpellée sur le droit, donc quand même, je voudrais rappeler que l'histoire que tu racontes, il n'y a pas d'infraction pénale. Hein. Il n'y a pas d'infraction pénale, puisque il y a un inceste. Il y a pas, enfin, même avec les nouveaux textes, l'infraction n'est constituée que si l'auteur est majeur. Or là, les deux sont mineurs, l'auteur est mineur, donc il n'y a pas d'infraction pénale. Après, est-ce qu'on peut considérer, il n'y a pas d'infraction pénale au niveau de l'inceste spécifique. Après, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une agression sexuelle, voire un viol? Puisque là, il faudrait démontrer la contrainte, et c'est là où, évidemment, la question va être très, très difficile à traiter, et que les juridictions
le parquet ne va pas poursuivre parce qu'il sait très bien que la démonstration de la contrainte dans ce cas-là va être extrêmement difficile. Donc je pense que, après, je suis d'accord avec toi qu'il est complètement hallucinant qu'on n'ait pas fait un signalement, une information préoccupante au moins, dans les plus brefs délais. Je redis que aucune institution ne peut imposer à ses agents de ne pas faire d'informations préoccupantes ou de signalement, et qu'aucune responsabilité, c'est écrit dans le code pénal, aucun salarié ne peut être poursuivi, même disciplinairement, parce qu'il a fait une information préoccupante qui n'est pas approuvée par sa hiérarchie. Mais dans l'éducation nationale, effectivement, c'est très compliqué. Alors, je ne vais pas polémiquer, parce que je pense que ce n'est pas le lieu, puis ce n'est pas spécifique aux garçons, mais sur l'imprescriptibilité, qu'on lirait au caractère génocidaire de l'infraction, moi je suis clairement pas d'accord. Alors non pas pour le lien en lui-même, mais parce que je pense que c'est déjà très difficile d'entendre les victimes, leur faire croire qu'elles pourront parler jusqu'à très très tard, c'est à mon avis un leurre. Et je pense que l'idée, je suis assez d'accord avec l'idée que le couperet de la prescription est clairement problématique. Mais l'imprescriptibilité ne résoudra pas le vrai problème, qui est le fait que quand on intervient très très tard et qu'on agit tardivement, non seulement la parole est mise en doute, mais en plus il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien. Donc pour moi, c'est une solution théorique, c'est une utopie. Voilà. C'est l'idée de dire, je finis juste, c'est l'idée de dire, oui, c'est vrai que le nouveau texte qui prévoit la prescription glissante, qui permet donc que s'il y a une victime qui n'est pas prescrite, les autres ne le seront pas non plus, c'est déjà une avancée, mais qui est fondée sur l'idée qu'on aura quelque chose pour poursuivre. Voilà. C'est pas que je suis contre l'imprescriptibilité en tant que telle, c'est que pour moi, elle est utopique. Alors, je te rejoins sur et pour ça que j'avais précisé. Symboliquement, je considère, en tant que clinicienne, que l'inceste est un crime humanitaire des enfants en devenir. Donc, crime contre l'humanité, imprescriptible. Ça devrait être imprescriptible. Juridiquement, l'énorme difficulté, et je pense que là aussi, il y a beaucoup de formation à faire, c'est cette confusion actuelle entre la restauration juridique, la réparation juridique, pardon, et la restauration psychique. C'est pas la loi qui répare psychiquement des victimes. C'est autre chose. C'est important pour donner du sens, mais il y a tellement de classements sans suite. Il y a tellement de non-lieux du fait de la logique pénale que quand des victimes mettent des années à parler, finissent par parler au sein de leur famille avec toutes les conséquences que les témoins ont parfaitement expliquées, et qu'il y a un classement sans suite. Si on n'a pas été préparé à ça, c'est quoi le sens du classement sans suite ou d'un non-lieu s'il y a eu un juge? Quel est le sens? C'était cette espèce de confusion ambiante entre le psychique et le judiciaire. C'est différent, complémentaire, on a besoin des deux, mais l'un ne peut pas remplacer l'autre. Donc, au niveau psy, je pense que c'est important, en tout cas, dans les prises en charge. L'inceste, et en effet, je m'occupe de victimes de toutes sortes, de deuil traumatique, de confrontation. Et je vois bien la différence avec même des enfants qui sont violés par une personne inconnue. Ça ne détruit pas psychiquement l'identité d'une personne, un inceste, qu'un autre type d'événement traumatique. Je pense qu'on est nombreux ici à pouvoir le constater. Mais entretenir les victimes, et moi je parle de blessés psychiques, victimes, c'est un terme juridique, dans l'idée que la justice va les réparer, pour moi c'est un leurre très survictimisant. Mais il y a un gros travail d'éducation, je suppose, à faire. Enfin, je pense à ça. Question tout au fond. Ah, devant. Devant là-bas. Ben oui. Merci. Je viens témoigner de ce que du bien fondé de ce que vous venez de dire, Madame Romano. Je viens personnellement de faire un signalement. Je m'y suis reprise à 2 fois. En fait, le procureur m'a aidée puisque j'avais pas été assez précise. Donc j'ai
rajouter d'autres précisions et les 3 mois qui ont séparé mon premier signalement du deuxième, ou de ma réitération de signalement, m'ont permis de proposer à ce procureur quelque chose que je sais pertinemment qu'il ne fera pas, mais je l'ai proposé comme pour soigner un peu la justice. Je lui ai proposé une confrontation restaurative. Ça n'existe pas, je m'en fiche. C'est pas grave. C'est tellement prescrit ce que je signale et c'est tellement profond. Excusez-moi. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est déjà beaucoup ce que je vous dis là. Dans les différentes propositions qui peuvent être faites, peut-être que je pense qu'il n'y a pas, il faut pas, il faut que c'est du sens. Redonner du sens là où ça n'en a pas. Et l'inceste est quelque chose qui ampute toute subjectivité, et quelles que soient les propositions où elles sont à réfléchir, ce qui peut fonctionner pour l'un ne sera pas du tout pour l'autre. Pas être dans le forçage. Les visites médiatisées où les enfants victimes d'inceste, qui sont placés, qui ont déjà tout perdu, sont obligés de voir les parents en visite médiatisée. Il faudrait peut-être que les parents incestueux se fassent soigner, si c'était possible, en tout cas, fassent un travail psychothérapeutique, au lieu que ce soit le droit de visite du parent et l'obligation de visite de l'enfant. C'est un détail. De donner du sens. Quel sens ça a ? Donc, je vous remercie pour votre témoignage, mais c'est sûrement cette question que ce qui est proposé ait du sens. Pas pour moi, pour cet enfant, même s'il a 75 ans, l'enfant victime qu'il a été, que ce qu'on puisse proposer, si quelque chose est proposé, ait du sens. Et la confusion des sens entretenue par certaines personnes qui ne connaissent pas, certaines associations qui ne connaissent pas le fonctionnement judiciaire, peut conduire à s'imaginer que je porte plainte, il va être condamné. Non, globalement, il y a beaucoup de classements sans suite, la Civis l'a rappelé, du fait du fonctionnement. Parce que c'est prescrit, parce que comment je me répare psychiquement ? Et ça a été dit très bien par un témoin. Je porte plainte, je sais que c'est prescrit. Je le fais pour moi, pour mon fils, pour ma femme. Je sais que c'est prescrit. Ça, c'est autre chose. Le sens donné, là, on est face à l'indicible et à l'innommable. Il y a une madame là-bas. Tout au fond. Okay, peut-être. Bonjour, je suis Élodie, je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. En fait, nous, la question qu'on se pose dans nos services, c'est surtout en termes d'autorité parentale, puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, en fait, vous venez un peu de répondre par rapport aux visites médiatisées, les droits de visite, etc. Nous, on se pose vraiment la question juridiquement si on est compris dans les signalements qu'on peut faire, etc. Vous l'avez dit, les institutions, elles sont très frileuses, même au niveau de la justice, même si c'est un crime, c'est encore très peu parlé, très peu entendu. C'est difficile pour eux d'accepter ce tabou-là, on va dire des choses comme ça. Mais voilà, en termes d'autorité parentale, comment est-ce qu'on peut accompagner un enfant quand il est victime d'inceste et que voilà, c'est pas entendu comme tel, et cet enfant, du coup, même s'il a dénoncé des attouchements ou des viols, voilà, comment est-ce qu'on peut donner un sens un peu à notre travail et à l'accompagnement qu'on peut faire? Je vais laisser répondre Adeline Goutenoir, c'est une question de droit précise. Sauf à redire, je pense que plus qu'être frileuses, elles sont confrontées, les institutions, à de l'indicible et à la confusion aussi. Au-delà des peurs et des pressions qui peuvent exister et qui existent. Il y a cette dimension psychique de déliaison des liens institués, pour reprendre l'expression de René Caës, qui fait qu'on n'arrive plus à penser ça. Mais on n'arrive pas à penser, et je fais une parenthèse, puisque vous êtes éducatrice, dans les MEX, les enfants qui sont placés suite à des situations d'inceste, qui sont placés séparés, et on ne va pas parler de la question des violences sexuelles au sein de la fratrie, parce que certaines fois, ils sont victimes tous les deux, certaines fois l'un, pas l'autre, et les violences qui peuvent... On n'en parle pas, ils sont placés. C'est pas le fait de se voir. L'inceste, c'est comme un poison. Les enfants, ils sont placés. Si psychiquement, ça n'est pas parlé, travaillé, on ne s'en sortira pas. Et les fratries placées dans ces contextes d'inceste, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas travaillé.
on les sépare parce que oui, ils ont peut-être fait des choses entre eux. Des fois, on ne sait même pas. Et on pense que parce qu'ils sont séparés, ça va régler le problème. Ça ne règle psychiquement pas de problème. Mais sur le droit, je laisse Aline vous répondre. Non, mais rapidement, vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, il y a un dispositif qui permet le retrait de l'exercice le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice en cas de condamnation, qui n'est quasiment jamais appliqué aux parents incestueux, violents en général et pas plus incestueux. Aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites pour avancer sur ce point. J'ai bon espoir quand même que les violences conjugales aient un peu incité les juges à plus souvent prononcer le retrait. Et puis là, la proposition qui est faite, c'est effectivement de suspendre l'exercice d'autorité parentale dès le début des poursuites. Et le seul progrès qu'on a eu pour l'instant, c'est qu'en cas de non-représentation d'enfants, si la mère justifie cette non-représentation d'enfants par des suspicions d'inceste, le parquet est obligé d'enquêter sur voilà. Et c'est grâce à la Civis qu'on a pu obtenir ça. Mais on en est quand même très très loin. Moi, je suis assez radicale pour dire qu'en cas de condamnation, voire même de poursuite, il faudrait suspendre tout droit du parent incestueux. Ça me paraît même plus important que la sanction pénale. Parce que qu'un enfant puisse rester sous l'autorité parentale de quelqu'un qui a abusé de lui et qui l'a détruit psychiquement, c'est impensable. Alors juste en lien avec ça, pardon. Une évolution aussi, c'est la possibilité, à partir du 1er juillet, sauf erreur Aline, de changer de nom. Parce que les garçons victimes d'inceste qui portent le nom de l'auteur à vie, ça les détruit. Donc je pense que ça, c'est aussi une avancée importante, de reprendre la possibilité de ne pas être passif et d'agir aussi leur devenir d'adulte. Et pour compléter... Je voudrais dire juste une chose, parce que là, on est centré sur le juridique. Or, là, avec un rappel de l'importance du psychique dans ces accompagnements, mais il faut créer l'instance où on va travailler ce psychique. Parce que les fratries placées, avec des équipes différentes, qui les rassemble, qui fait un travail avec eux pour sortir avec eux de la confusion, parce qu'évidemment, ils sont contaminés par ça, qu'évidemment, ils sont centrés chacun sur un enfant, puis l'autre, sans faire le lien, parce que les liens ont été attaqués. Qui va faire ce travail de reliaison ? Il faut créer une instance pour le faire. C'est pas uniquement comme ça va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, ce qu'il y a de dire. Voilà, j'en profite pour dire qu'effectivement cette question-là va être probablement abordée cet après-midi avec les différentes prises en charge, la question du genre, la question des difficultés des intervenants de se situer par rapport à ça. Et donc on va clore la session de ce matin. Et une petite question. Attendez, et je termine. Et vous invitez simplement à reprendre à 14h. Donc s'il y a une question rapide, oui, bien sûr. Oui, c'est juste, vous avez souligné à un moment donné, je suis ici, voilà, et vous avez souligné à un moment donné que les choses commencent au change. Et à ce moment-là, on est au-delà de l'indicible, au-delà de l'impensable, puisqu'on est sur quelque chose pour lequel il n'y a plus de mémoire. Il n'y a plus de mémoire. Et je dirais que la seule trace qui reste, ce sont les mots, M-A-U-X, comme vous dites. Et les mots dont personne ne peut dire pourquoi. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à en dire ? C'est quelque chose d'extrêmement important pour travailler sur les situations des bébés victimes de violences sexuelles. En effet, un stade où, au niveau mnésique, il n'y a pas du tout la maturité pour mettre en mémoire. C'est pas que on peut pas parler de... Il n'y a pas de mise en mémoire possible. La mémoire ne fonctionne pas. Et le corps va parler. Le trace sensoriel va pas parler. Et souvent, ça va être dans l'agir. Soit un agir internalisé, soit un agir externalisé. D'où l'importance de former. Ça a été rappelé par la Civis, tout ce que disait aussi Patrick, la formation des institutions. Toute cette question-là, on voit l'étendue des possibles. Je l'espère très fortement. Et pour que ça puisse être possible, il faut que ça puisse être pensable. C'est juste que c'est abordé par le biais de ce qu'on appelle pudiquement les atteintes à la santé. Mais en fait, quand on voit la liste, effectivement, des maladies
somatique ou somatoforme, on dit. C'est assez impressionnant de voir à quel point il peut y avoir, alors je vais citer, des patientes qui ont des problèmes d'anorexie mentale, des personnes qui souffrent de troubles intestinaux fonctionnels, des personnes qui déclenchent un diabète, des personnes, voilà, un certain nombre d'atteintes à la santé qui sont repérées comme telles. Et le problème, évidemment, c'est que, encore une fois, c'est une question de formation parce qu'il va falloir faire le lien entre la situation incestueuse qui a été vécue et toutes ces atteintes du corps. Le corps parle à condition qu'on l'entende. Voilà, juste un point très 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 rapide, parce que mon modérateur, sinon... comment elle a tenu le temps aussi, lui, celui. C'est pour ça que je vais me mettre vers toi. Un point très rapide aussi au niveau de la formation des pédiatres. Quand vous avez un tout petit 2 ans, au moment où le pédiatre l'examine, qui va se mettre à 4 pattes, qui défait sa couche et qui écarte les fesses, ça fait pas partie des comportements adaptés d'un enfant. Il ne faut pas être sidéré par rapport à ça, pas être paniqué par rapport à ça. Et je pense que les effets du trauma sur les professionnels est trop banalisé. Il y a la fascination, il y a la sidération, l'impensable et le fait que le silence, pour ça j'ai dit sur les garçons victimes, parce que le silence des garçons victimes d'inceste, il est aussi lié au silence sur cette réalité-là. Bon, je vous rassure en vous disant que c'est le sujet de cet après-midi à 14h. Bon appétit.